Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode numéro 8 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. La semaine dernière, nous avons abordé les enjeux émotionnels, psychiques et physiques des parcours PMA et de la conception avec Natacha, psychologue spécialisée en périnatalité. Pour aller plus loin, et parce qu'il faut aussi le mesurer et l'avoir en tête, je vous partage aujourd'hui le témoignage d'Oriane et Coraline qui font partie des 1%. Vous savez, ces fameux 1% de risque pour lesquels on se dit tous que cela ne nous concerne pas, que ça n'arrive qu'aux autres. Même les cliniques ne sont pas insistantes sur ces risques, et pour cause, ils sont minoritaires, mais loin d'être minimes. Quand Oriane et Coraline se lancent dans leur projet de PMA, elles ont surtout en tête la maladie d'Oriane qui va complexifier le parcours et de fait guider leur choix de méthode. Oriane souffre d'endométriose, comme 10% des femmes. On leur parle alors de la technique de la fibre ROPA, qui aura pour mérite de ne pas faire flamber son endométriose en ne stimulant pas sur plusieurs cycles pour obtenir des ovocytes. Leur choix est fait. Ponction sur Coraline, réception de l'ovocyte par Oriane. Sur le papier, c'est simple, c'est clair, ça semble sûr. Oui, mais il y a un mais. Coraline fait une hémorragie suite à la ponction alors qu'elles sont déjà rentrées en France. Elle est saine et sauve aujourd'hui parce qu'elle a su écouter son corps et détecter que ses douleurs étaient anormales. Quant à Oriane, l'endométriose ne la lâchera pas, jusqu'à mettre en péril sa vie lors de son accouchement. Cette fois-ci, c'est elle qui a su s'écouter, et s'écouter suffisamment tôt pour éviter les conséquences dramatiques d'un hématome rétroplacentaire. On ne le dira jamais assez, les femmes sont puissantes, elles savent de quoi leur corps est capable et elles savent aussi quand ça ne tourne pas rond et que quelque chose ne va pas. Militons pour que le corps médical fasse confiance à nos ressentis, leur confiance est notre confiance. Ce témoignage est riche, puissant et démontre notre courage face à des parcours compliqués. Chapeau à Oriane, Coraline et Elliot. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Oriane. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Je suis un peu en mode groupie, comme je te l'avais dit. Merci à toi. Je crois que j'ai suivi votre parcours depuis le tout début, voire peut-être même avant, en fait. Ouais. Donc, je vais commencer. Enfin, je vais pas dévoiler quoi que ce soit. Je vais te laisser te présenter. Je sais qu'aujourd'hui, tu es avec Coraline qui est derrière. Ah ben voilà, Est-ce que tu peux te présenter, me présenter ta famille? Ok, moi c'est Oriane, j'ai 35 ans. Je suis mariée à Coraline qui en a bientôt 31. Nous sommes mariés depuis le mois de janvier de cette année, justement pour pouvoir accéder à cette FIV ROPA, afin d'avoir Elliot. D'accord. Alors, je ne sais pas si je dois te le dire, mais Elliot, c'est le prénom qu'on aurait donné à un petit garçon si on avait eu un petit garçon en premier sur Juliette. Très bon choix. Très bon choix, n'est-ce pas? C'est ça. Et tellement, il nous plaisait tellement ce prénom que sur les triplés, si on avait eu 1, 2 ou 3 garçons, il y avait forcément Elliot. Ah ouais? Et donc, il y a une Juliette, c'est ça? Oui. Et... Moi, c'est mon chat qui s'appelle Juliette. C'est vrai? Mais oui, j'avais vu d'ailleurs. Je crois que j'avais vu parce que tu as dû poster une photo ou je sais pas. Mais... Oui. Elle est très photogénique. Mais oui, donc c'est Juliette parce que justement, il y a longtemps, je m'étais dit, est-ce que j'assumerais d'appeler si on avait eu une fille Juliette, parce que j'avais peur qu'on la taquine, donc voilà. Et en fait, j'ai appelé mon chat comme ça. Et en fait, alors que maintenant, on s'était dit, punaise, mais si on avait eu une fille, on l'aurait appelée sans doute Juliette, quoi. Donc, c'est pratique à la maison. Oui, ça aurait été très pratique, oui. C'est un très joli prénom, on peut pas dire le contraire. C'est vrai. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des prénoms. On est là surtout pour parler de votre parcours qui est relativement atypique dans le vécu que vous en avez eu. Est-ce que tu peux déjà, pour commencer, me raconter comment vous vous êtes rencontrés avec Coraline?
Alors, on s'est rencontrés avec Coraline à Nantes en 2012 lors de la Marche des Fiertés. En fait, D'accord. j'avais une copine à l'époque. Cette copine avait une amie. Mhm. Et la petite copine de cette amie, c'était Coraline. D'accord. Donc, Ok. merci à nos ex. Voilà, Oui, je crois qu'on peut dire ça, effectivement. c'est ça. Et ça a été une évidence pour vous? Comment vous avez avancé dans votre relation? Bien, en fait, elle était sur le point de déménager dans sa ville natale qui est Lille. Elle a D'accord. déménagé 3-4 jours après, donc je l'ai retrouvée sur Facebook. Mais oui, on avait plutôt bien tiqué, on va dire, à ce moment-là. Elle Mhm. plutôt timide, moi très bavarde à l'époque. Et je lui ai harcelé de questions ce jour-là. Donc, mais j'ai réussi à la retrouver. On a communiqué pendant des semaines et après, bon bah effectivement, on a bien vu qu'il y avait quelque chose, quoi. Oui. Et ça s'est concrétisé comment? Parce que Nantes-Lille, ça se fait pas tous les jours non plus? Du coup, j'en ai parlé à ma copine de l'époque. On a rompu. Les vacances sont arrivées. Elle est arrivée du coup à Nantes. Elle a Mhm. fait une semaine avec moi finalement de vacances. Et une semaine de vacances s'est terminée à 8 ans plus tard. Elle est jamais repartie. Elle est jamais repartie? Elle est jamais Excellent. repartie. Voilà. Donc là, vous êtes toujours sur Nantes? Non, là, on a déménagé près de Bordeaux. D'accord. Mais Mm. alors, on est juste à côté, en fait. Ah? Ah oui? Je suis de Bordeaux, moi. Ah bon? Ah bah, Oui. voisine alors. Excellent. Et alors, est-ce que c'était une évidence pour vous, ce désir de parentalité? Est-ce que c'est venu au fur et à mesure du temps? Comment ça s'est passé? Pour Coraline, ça a toujours été une évidence, je pense parce que déjà elle est issue d'une famille, bon, on va dire nombreuse, ils sont 5, Mhm. que sa maman est assistante maternelle, donc elle a toujours vécu, avec, des enfants, de tout âge et heu et elle sait vraiment enfin elle sait vraiment, je ne sais pas, mais, elle adore jouer, elle adore s'occuper des enfants, donc, Mhm. pour elle, elle savait qu'elle allait être maman. Moi, c'était je pas une évidence du tout. J'allais peut-être le devenir ou j'allais peut-être pas le devenir. Ça dépendait de D'accord. de ma vie, en fait. Donc ça a jamais été un rêve de me marier, ça a jamais été un rêve d'avoir un enfant, c'était en fonction de ma vie actuelle et avec qui j'étais. D'accord. Est-ce que c'est ta sexualité qui avait ancré ça en toi? Non, pas du Le fait tout. de ne pas non? Je me suis jamais posé la question, en fait. Pas du D'accord. tout. Enfin, je ne me OK. souviens pas m'être posé la question. Et alors, Donc qu'est-ce qui a fait, basculer, la balance dans le bon sens? bah, en fait, on commençait quand même au fil des années à en discuter, sachant que j'étais la plus vieille et que par contre, c'était étrange parce que j'avais quand même ce désir de grossesse. Mhm. Donc voilà, en gros, avoir la grossesse mais pas l'enfant, c'est un peu compliqué. Ah Donc oui, fallait c'est marrant parce que souvent, c'est l'inverse, c'est le oui, désir inverse, tu vois? mais moi j'avais envie de sentir, cette sensation-là. Donc il y avait juste ce petit passage, donc fallait quand même avoir envie d'avoir un enfant. Mhm. Donc on en discutait quand même régulièrement avec Coraline, mais moi j'avais besoin d'une stabilité dans une ville, parce qu'on a quand même bougé, on a fait 3 villes différentes ensemble. J'avais Mhm. besoin d'avoir un métier aussi où je me sentais bien, moralement et financièrement et avoir un cercle d'amis aussi, parce que c'est important, d'être bien où on est sur tout rapport. Donc Complètement. vu qu'on partait un petit peu à droite à gauche, je me sentais pas prête. Sauf qu'en début d'année 2019, donc ça va bientôt faire 2 ans, on m'a diagnostiqué du coup de l'endométriose, Mhm. une maladie quand même que je connaissais plutôt bien et Mhm. c'est là que je m'étais dit, «Ouh là, va pas falloir qu'on traîne» et ça a fait un déclic en fait. Je me suis dit: «Je fais punaise, si je dois pas être maman, c'est parce que je l'ai voulu ou plutôt Mhm. pas voulu et pas parce Oui, qu'une maladie m'en empêche, quoi». d'accord. Et du coup, bah, en me disant ça, ça a fait un déclic et j'ai dit à Coraline, «On règle cette histoire, on voit ce qu'il en est et après on entame les démarches». Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'endométriose? Parce qu'on est quand même nombreuses à être concernées, moi la première. Mmh. Est-ce que tu peux en tout cas, m'expliquer vite fait ce que c'est et surtout quelles en sont les conséquences? Alors l'endométriose, c'est des, lésions utérines qui sont en dehors, du coup, de l'utérus. Mmh. Des lésions endométriales également, enfin, en gros, c'est des lésions sanguines qui peuvent, se propager un peu partout dans le corps et apparemment les cas les plus rares jusqu'aux poumons, qui peuvent être très, Oui, très, tout à fait. très compliqués. Moi, je m'estime chanceuse dans le sens où j'ai pas de symptômes, prédominants. J'ai un peu mal, mais de toute façon, Doliprane, ça me suffit, même si j'en prends,
pendant 3-4 jours et je suis beaucoup fatiguée. Mais sinon, j'ai jamais eu de grosse crise comme tous les témoignages que j'ai pu lire et entendre, sauf une fois où là, j'ai été aux urgences parce que je pouvais pas me lever. Dès que je me levais, j'étais au bord de l'évanouissement, j'étais à 4 pattes. Donc là, du coup, on est allé aux urgences et c'est là qu'on me l'a diagnostiqué. D'accord. Ah oui, aux urgences, c'est rare qu'ils le voient, hein, en Mais général. oui, là, ils avaient cru et puis moi-même, j'avais cru que c'était, l'appendicite et la première chose que j'avais pensé, je fais: «Oh punaise, je vais être arrêtée pendant 3 semaines, fait chier». Bah non, en fait, c'était pas vraiment ça, donc je suis restée 5 jours, au service gynécologique. Et là, j'ai D'accord, passé IRM, scanner, écho, tout ça. d'accord. Et c'est vrai que moi-même, j'ai été surprise qu'on ait pris tout de suite la chose, en fait. Oui, bah oui, c'est rare. Mais je sais qu'à Bordeaux, il y a un centre, qui est Oui, spécialisé la clinique, Tivoli avec le docteur Tivoli, Merlot. voilà, exactement, Mmh. qui est spécialisé dans l'endométriose. Donc c'est vrai qu'on a cette chance-là, c'est Ouais. que je pense qu'ils sont quand même très alertes sur, Mmh. sur le problème. Et donc le risque en termes de grossesse, il est important? Les risques, pour la grossesse, alors, je pense que c'est tout ce qui est, les taux hormonaux, je pense que ça doit être ça. Je suis pas encore calée, mais du coup, on a un déficit. Ça doit être aussi l'AMH, la réserve ovarienne et si, l'embryon quand c'est lors d'une FIV, parce que généralement je sais pas, en fait, mais moi, tout de suite, on m'a parlé de FIV à cause de Oui. l'endométriose. Donc j'imagine que c'est, l'accroche aussi de l'embryon, En fait, je sais pas précisément, quel est, le lien, hein, de cause à effet, mais ce qui est ouais. sûr, c'est que en tout cas, moi, il y a quelques années, la première Mmh. chose qu'on m'a dit, c'est que, j'étais donc stérile. Ah oui, Liée à non, moi, l'endométriose. non. Ouais. Mais la C'est science a violent, évolué. hein, ouais. Oui, c'est assez violent. Ouais, c'est vrai que de tout ce que j'ai pu parer, lors des témoignages, c'est rare que j'ai entendu stérile difficulté tout de suite ou même quand ça avait été diagnostiqué très, très jeune, j'avais entendu des jeunes femmes où on leur avait dit: «Commencez maintenant parce que vous allez mettre des années». J'avais Voilà, mais c'est ça. pour certaines, pas tout moi ça a marché mais c'est différent aussi, c'est pas mon embryon donc Et il y tu a étais donc sur un protocole de FIV. voilà, tout de suite. Et donc du coup, justement, parlons-en, parlons de votre parcours. Donc quand vous avez, donc toi, tu as eu ton déclic du fait, de Mmh. la révélation de l'endométriose. Ouais. Comment vous avez, du coup, c'est à ce moment-là justement que tu as entendu peut-être parler de PMA et de FIV aussi. Mmh. Comment vous avez fait le choix de votre parcours, de la clinique vers laquelle vous allez vous orienter? Est-ce que toi, ça t'a dissuadé de porter ou pas? Alors, le choix de la clinique, alors c'est vrai que ça remonte à loin, mais on avait la chance déjà d'être, proche Bordeaux, donc proche de l'Espagne. Mmh. Donc il y avait, on voulait pas de grandes cliniques, pas Mmh. c'est Eugin, c'est des grandes, grandes cliniques. Ivy, je crois que c'est des grandes cliniques. Nous, on voulait Mmh. pas de très, très grand. On voulait aussi le plus proche possible. Pourtant, on n'est pas allé dans la ville la plus proche. On est allé Mmh. dans une ville qui était à 3 heures, de chez nous, 3 heures, 3 heures et demie. Une clinique, qu'on peut dire à taille humaine et Mmh. après voilà, c'est au feeling, en fait. C'est la D'accord, et vous première qui nous a répondu. On a eu un rendez-vous Skype, avec, la traductrice qui est française et mmh. une docteure et en fait, on a senti, on s'est dit: on va pas aller chercher ailleurs. Avoir trop de choix, c'est trop compliqué de faire un choix». Complètement. Trop de choix, tue le choix, c'est clair. Voilà, c'est ça. Donc ça a été Bilbao et juste après Saint-Sébastien et on regrette pas du tout. Donc c'est vrai que j'avais très peu d'avis sur cette clinique, mais le si peu que j'avais, ils étaient très positifs. Donc il y a un moment donné, il faut se lancer, quoi. Ouais, c'est Faut clair. se lancer. Et alors, c'est quelle clinique si tu peux me préciser? C'est Agen. C'est IJA. Mmh. Agen, ouais. Ouais, tout à fait. Effectivement, j'ai eu de bons retours aussi dessus. Mmh. Et comment s'est fait le choix de votre protocole, du coup? C'est le docteur qui a décidé? Comment vous avez fait? Parce que donc on va en arriver à votre choix de parcours. Vous êtes passé par une FIV Europa. Mmh. Est-ce que tu peux me dire comment vous en êtes arrivé à vous dire que c'était ce que vous vouliez? Alors ça a été un choix sans en être un, parce Mmh. qu'au départ, donc on partait sur elles nous ont dit qu'on allait partir sur une FIV-ICSI, mais avec, 2 stimulations ovariennes pour moi. D'accord. Parce que j'allais pas produire assez de follicules et d'ovocytes. Donc ça allait faire du coup sur 2 mois, donc plus long. Ça Mmh. allait faire également 2 cycles menstruels, donc plus la stimulation
beaucoup d'inflammation pour mon endométriose, donc j'avais un peu peur de ça, que ça empire. Et là, du coup, s'est posé la question, puis le prix, du coup, il Oui. augmentait du fait d'avoir une seconde stimulation ovarienne, ça faisait augmenter le prix. Et alors, je ne sais plus si on connaissait la FibroPA, mais on voulait d'abord partir sur Mégène d'abord, voilà. D'accord. Enfin, on s'était pas plus posé la question que ça. Mais la seconde stimulation nous a fait quand même tilt et on en a discuté et elles nous ont aussi parlé en premier lieu de cette FIV avec la docteure et la traductrice et ça s'est fait comme ça. D'accord, donc c'est elles qui ont été à l'initiative de vous parler de cette méthode. C'est chouette, hein. Enfin, c'est chouette parce que elle est pas encore assez connue, cette méthode. C'est vrai. C'est vrai. Donc la FibroPA, je le précise, c'est le fait d'introduire, enfin de faire porter l'embryon d'une des mamans par l'autre maman. C'est ça, c'est la réception d'ovocytes par la partenaire. Voilà, c'est une très chouette méthode. Ouais, très chouette. Alors nous, enfin, il y a surtout la question du prix qui s'est fait, mais il faut savoir aussi qu'on a ça faisait quand même quasiment 2 ans qu'on économisait déjà. D'accord, oui. On savait pas quand est-ce qu'on allait commencer à faire la PMA. On savait pas par quelle méthode on allait devoir passer, parce qu'avant, je ne savais pas que j'avais de l'endométriose. Mais même si on passait par une IAD, on allait, ça se trouve, en faire 5, 6, 7. Donc, quoi qu'il arrive, il faut pas seulement économiser pour un seul essai. Il faut en économiser pour plus. C'est ce que des fois, je conseille aussi quand j'en discute avec d'autres couples, parce que ça doit faire très mal au cœur. Nous, ça nous a stressé énormément de devoir faire une pause ou de devoir arrêter par manque d'argent. Oui. C'est horrible. Oui, c'est hélas une des composantes qui fait que dans nos couples, certaines familles ne peuvent pas se construire. C'est ça. Nous, notre objectif, c'était, et on est très fiers, c'est d'économiser. Notre objectif, c'était d'en congeler au moins un. Et notre troisième objectif, c'était de pouvoir de faire un tech. Après, on ne peut pas économiser 20 000 € en 2 ans. Certaines peuvent, d'autres pas. Voilà. Voilà. Mais on avait ces 3 objectifs-là, quoi. D'accord. Et alors, comment s'est passé votre parcours? Donc, vous l'avez commencé instantanément après le premier rendez-vous en visio avec le médecin? On a eu le rendez-vous début août. On a commencé les examens. Alors, Coraline a dû faire aussi des examens parce qu'à la base, c'était pour une FIV-ICSI. Alors, pourquoi la partenaire passe des examens également, je ne sais pas. Ah oui, c'est étrange. Je sais pas. Donc, on a toutes les deux passé des examens, moi plus qu'elle, puisque c'est moi qui allais être ponctionnée à la base et avoir le transfert. Ça nous a pris jusqu'en septembre. De là, nous ont parlé, au vu des résultats, qu'on allait avoir donc 2 stimulations. On a discuté de la FibroPA. Cependant, pour la FibroPA, faut être marié. D'accord, c'est une condition sine qua non en Espagne. Voilà, alors apparemment dans cette clinique, dans d'autres aussi, mais j'ai cru comprendre que certaines cliniques ne demandaient pas le mariage, le PAX suffirait. D'accord. Mais ça, j'ai pas vérifié. Ça, je suis pas allée Mais en tout cas, il faut un lien. Il faut un lien. Par alliance, oui. D'accord, ok. Donc, il y a eu ça. Il y a eu juste aussi une pause supplémentaire, c'est que j'ai dû me faire vacciner contre la rubéole, je crois. Et du coup, 3 mois sans faire de transfert. Faut pas être enceinte durant les 3 mois qui suivent cette vaccination pour que les anticorps se fassent. Donc, il y a eu cette pause obligatoire, plus du coup la préparation pour le mariage, ce qui a fait quasiment 6 mois. Donc, on a commencé en janvier. D'accord, ok. Juste après le mariage. Donc, janvier 2019 2020, janvier 2020. Janvier 2020. Tout s'est fait cette année. Oui. Tout s'est fait cette année. Oui, donc finalement, super année 2020 pour vous. Ah oui, non, mais oui, il y a eu de grands hauts et de grands bas. Oui, c'est ça. Voilà. Donc janvier 2020, comment vous commencez? Donc tu commences ta stimulation? Alors j'arrête la pilule le soir du mariage. Vous commencez votre stimulation d'ailleurs? D'accord. Ouais, j'arrête la pilule le soir du mariage parce que moi du coup à l'issue du diagnostic, j'ai eu la pilule en continu. Oui, bien sûr. Je l'ai arrêtée juste le temps des examens, mais là je l'ai arrêtée entre guillemets définitivement pour commencer le protocole le soir du mariage. Généralement, voilà, mes règles arrivaient 2-3 jours après, mais là, bizarrement, comme quoi peut-être mon psychologique a joué, c'est arrivé 3 semaines après. Oh punaise. Mais ça joue, mais clairement. Ça n'est jamais arrivé.
mais là, c'est arrivé. Mm, Donc, nous qui prenions rendez-vous quasiment tous les jours, parce que bah voilà, c'est la roulette russe, on ne sait jamais quand est-ce qu'elles arrivent. Et il faut des échographies à J1, J3, enfin je ne sais combien. Donc, mhm. on prenait des rendez-vous quasiment tous les jours Et du coup, pour tu être les sûr annulais tous d'avoir. les jours. Et du coup, j'annulais tous les jours. Merci Doctolib. Super. Mais voilà, ça s'est fait attendre quand même. C'est venu. Donc, c'est moi Mhm, qui ai commencé la stimulation pour l'endomètre, mhm, avec toujours des échos endovaginales. Au même moment, du coup, Coraline a dû prendre elle aussi la pilule. Parce que vu que moi j'avais mhm, 3 semaines de retard, bah, elle, à un moment donné, elle allait arriver. mhm. Je fais ma stimulation, tout se passe bien. Je bloque du coup ma stimulation avec un autre traitement. Là commence la stimulation de Coraline. Chacune fait les piqûres de l'autre. Oui. Moi, j'arrivais pas à me piquer moi-même. Ah non, mais tu m'étonnes. Mais déjà, piquer sa partenaire, c'est hyper compliqué. Ouais. Donc, on a fait Mhm, appel une fois pour la première piqûre, la mienne, avec un infirmier, et une seconde fois parce qu'il y avait toute une préparation à faire avec 2 flacons différents. Donc là, on voulait quand même ouais, que ce avoir soit un bien fait. professionnel. Donc voilà, donc on a fait appel à un infirmier 2 fois. Le reste, on a toujours fait. Mhm. Il y a eu 5 jours de piqûres pour moi et 7 jours de piqûres pour Coraline. Parce que l'idée, là, c'était que l'implantation, elle se fasse instantanément, enfin, sur le même mois sur Oui, toi. ouais. D'accord. Ouais, tout de C'est suite en double suivant, stimulation en double. voilà, Ok. en frais, du Ok. frais. Donc, pour la ponction, est-ce qu'on a fait un arrêt maladie? Je ne sais plus parce que du coup, moi, comme Coraline, nos patrons, nos collègues n'étaient pas au courant. Oui. Ça, c'était un choix. Bah, déjà Mhm. parce que c'était notre premier essai, donc on n'en ressentait pas le besoin. Parce qu'on ne sait pas leur avis sur le sujet de devoir partir la veille pour le lendemain. Et que bah, c'est quelque chose d'intime. Donc pour le moment, on ne Oui, bien ressentait pas sûr. le besoin de prévenir. Mhm. Seule notre famille était au courant, évidemment, parce qu'on a fait un petit mariage avec une vingtaine Mhm. de personnes et ils savaient pourquoi le mariage s'était fait en 3 mois. D'accord, ok. Donc, on avait un très, 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 très beau mariage d'ailleurs. Mais c'est souvent les plus petits qui sont les plus beaux. C'est vrai, c'est vrai. Et Mhm. donc la ponction, on a dû faire un arrêt maladie. On y est allé un week-end. Mhm. Donc on a profité d'un petit week-end en amoureuse. On est parti le jour de la ponction. On est arrivé la veille. Mhm. Et c'est là que le drame est arrivé par rapport à Coraline qui a fait du coup une hémorragie interne. Et elle l'a fait directement, enfin, immédiatement après la ponction? Alors la ponction était le matin, 8h, 10h on part. Et les douleurs, ou non, plus tard que 10h, enfin je sais plus, à quelques heures près. Les douleurs, elle a commencé à avoir mal en fait sur la route. D'accord. Et on nous avait dit qu'il y aurait une sensation de gêne ou de douleur, mais on ne sait pas laquelle en fait. On s'est jamais fait Mhm. ponctionner. Oui, oui, bien sûr. On ne connaît pas la douleur. C'était au départ une douleur comme de règles. Et ça a augmenté au fil des heures jusqu'à ce qu'elle bouge plus trop à la maison. Et Mhm. le soir, très tôt, justement 20h, 21h, on décide d'aller dans la chambre. Et là, elle n'arrive pas à s'allonger. Et là, elle me dit clairement, Oriane, appelle quelqu'un là parce que ça va pas. Et je voyais sur son visage que ça allait pas du tout. Ah oui. Et encore, elle se retenait énormément. Mhm. Donc là, je lui ai dit, on va pas aller aux urgences, tu vas poireauter pendant 5 heures. Enfin, on connaît Ah ouais, très c'est bien sûr. les urgences, tant que t'es pas les tripes à l'air, ce qui est normal, Mhm. il se passe rien, quoi. Et on savait pas où aller. Bah oui, bien sûr. Urgence normale ou gynécologique, on savait pas. Donc j'appelle SOS médecin, qui met quasiment 1 heure à arriver. Bon, bah Mhm. voilà, il a d'autres rendez-vous, c'est comme ça. Il arrive et les joies de la technologie, c'est qu'il pouvait faire une écho avec son portable. Oh là là. Trop Je fou! savais même pas que c'était possible. Mais je ne savais pas non plus et ça, c'est ce qui a un peu sauvé Coraline finalement parce que là, il a vu un épanchement, Mhm. donc du liquide dans son abdomen D'accord. et donc elle était assise, à l'époque, on avait un petit appartement de 30 m², je précise parce que Mhm. elle était assise juste à côté de l'entrée de la chambre et donc il dit qu'elle a un épanchement, elle se sent toujours pas bien, il décide d'appeler le 15. Là, on voyait qu'il commençait un petit peu à stresser. Mhm. Il faisait l'écho, il reprenait la tension, il faisait l'écho, il reprenait la tension. On sentait qu'il était un petit peu bousculé.
Quand il a eu le 15 au téléphone, il a dit quand même, il a bien accentué sur tout ça, sauf qu'au même moment, il y a Coraline qui commence à partir. Ah oui, Elle l'hémorragie part, elle a sévère. les yeux qui convulsent et elle commence à trembler. Là, j'ai hurlé, je me serais cru dans un film. Mhm. Jusqu'à maintenant, je tenais la donne, tout allait bien, mais là, la voir comme ça, c'était mes paniques à bord, elle était blanche, une catastrophe et j'ai hurlé et là, je voyais bien que le SOS médecin disait: «Non, mais par contre, là, faut venir là. Là, faut venir, la patiente, elle va pas bien du tout là». Donc il y a les pompiers qui sont arrivés, 4 pompiers et 4 personnes du SMUR. Ah oui, Donc quand le même. SMUR quand même, c'est pas n'importe quoi. Donc là, quand j'ai vu que c'était le SMUR, déjà j'ai OK, il y a le SMUR, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et en fait, du coup, on l'a mise au sol et en fait, elle était entre l'entrée du salon, l'entrée de la chambre. Et on D'accord. était donc 8, 9, 10, 11 dans un petit 38 mètres carrés. Mhm. Donc c'était folklore. Ils n'arrivaient pas à la piquer parce que du coup, tout le sang se concentrait sur les organes vitaux. Elle était à 7 de tension. Bon, chance, tout était frais, donc j'ai bien pu expliquer aux pompiers et aux urgences ce qu'elle avait pris en médicaments, ce qui s'était passé ces dernières 48 heures, tout le traitement qu'on avait pris. Donc, voilà, elle faisait une hémorragie. Et là, il y a l'urgentiste qui me dit on va l'emmener d'urgence, du coup, à Pellegrin pour l'hôpital, pour une Mhm. opération. Je fais comment ça, une opération? Je comprends pas. Enfin, je travaille à l'hôpital en fait. Je suis aide-soignante à D'accord. l'hôpital. Et Oui, là, donc tu connais bien. voilà, et là, non seulement je comprenais tout, mais je comprenais rien. Oui. Enfin, c'est pas sur des membres de ma famille qu'on dit ça, c'est pas possible. Mhm. Donc, ouais, non, gros stress. J'appelle mon père, qui d'habitude éteint toujours son portable. Là, à 23 heures, il n'était pas éteint, comme quoi. Oui, il devait le sentir. Voilà, donc il a eu le temps de venir, il a 40 minutes de trajet, c'était toujours pas parti, parce qu'ils n'arrivaient pas à la piquer, il fallait absolument la piquer pour lui donner de la morphine, Ouais. pour l'hydrater, tout ça. Donc, finalement, ils partent quand même, hein, à un moment donné. Ouais, c'est Même si, clair. même si elle avait mal, elle leur a dit: «Non mais j'ai mal, mais je m'en fous là, faut qu'on parte là parce que je suis pas bien là». Même elle le Mhm. disait: «Faut qu'on parte là, Ouais. je suis pas bien». Donc ils partent, avec mon père, on y va et à 1h30, 2h du matin, elle s'est fait opérer d'une cœlioscopie en urgence à la maternité Mhm. pour enlever 700 cc de sang qu'il y avait dans son abdomen à cause de la Waouh, ponction. c'est énorme. Ouais, donc voilà. Ben, dis donc, première gros stress. C'est ça, c'est là qu'on s'est rendu compte que faire un bébé, ça peut être dangereux dans la PMA. C'est ça, c'est pas rien. On n'avait pas conscience avant, c'est des piqûres, des hormones, on a des hormones en nous, puis on fait un bébé quoi, Mhm. Vous on fait n'aviez un pas bébé. été tenu informé des risques par la Alors, clinique? si, mais je me souviens très bien du visage en plus de la traductrice qui disait: «Bon alors, tu t'imagines bien le visage? C'est rare, voilà, c'est Oui, 1 % d'hémorragie, donc elle passe vite». oui, Et non, les 1 c'est nous. ouais, voilà. Puis même si on connaît pas non plus trop les symptômes, la douleur abdominale, c'est tout et n'importe quoi. Bah oui, complètement. Et du coup, vous en avez informé la clinique? Oui, très vite, le lendemain Mmh. matin, parce que elle est restée à peine 24 heures finalement à l'hôpital, elle est rentrée le lendemain. Moi, Mmh. j'avais déjà contacté, du coup la clinique qui a été très présente, qui a revu leur bilan d'hospitalisation de Coraline, enfin d'hospitalisation, de ponction. Mmh. Et pour le médecin, il s'était rien passé de pas bien, enfin tout s'était très bien passé. Mmh. Donc il comprenait pas. Alors peut-être est-ce que c'est la voiture qui a fait ça? Est-ce que c'est un geste brusque? Est-ce que on le saura jamais. Bah, Parce tu que peux pas même, savoir. voilà, même, à l'hôpital, du coup en France, ils ont jamais vu ça. Ouais. Après c'est pas un centre PMA je crois le CHU donc Je crois que si, hein. Je crois qu'ils ont si? un centre Ils ont un PMA. centre PMA? Ah Ah ouais, il me très semble bien. que si. Donc je sais pas ce qu'il en est, pour eux des aggravations, mais effectivement ils en avaient jamais vu. Donc D'accord. Bon, et voilà. après toutes ces émotions, est-ce que enfin, comment vous envisagez de repartir vers l'Espagne pour le On pour a le transfert? continué. On a continué parce que moi, je me souviens que le matin même, elle était encore à l'hôpital. Mmh. J'avais, progestérone à prendre, les ovules et j'avais eu mon réveil à 8 heures pour pas oublier et là, j'étais dans un mood: «Mais qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout?» Bah oui, Enfin, c'est clair. mais je l'ai fait quand même, enfin, on continue et Mmh. elle est rentrée à la maison, du coup, le soir. Elle a été une semaine, arrêtée plus une semaine en vacances donc Oui. elle était vraiment très affaiblie. Elle mangeait, Bah fallait oui. qu'elle dorme.
parler au téléphone, fallait qu'elle dorme. Donc non, on a juste demandé changement de plan. On a fait un aller-retour pour le transfert parce qu'on a demandé à mon père de nous emmener. Parce que D'accord. moi, je me voyais pas faire un aller-retour de 3h30 avec un transfert. Oui, bien sûr. Donc c'est mon papa qui nous a emmenés. Il était très heureux de nous emmener. Oui, mais tu m'étonnes, il prenait soin de vous, Voilà. c'était Oui, il était vraiment à fond avec nous dans le parcours. Il était très investi. Donc super. mm. Impeccable. Et donc, alors, est-ce que la ponction avait été fructueuse, on va dire? Alors, fructueuse, oui. On a eu Mhm. une petite déception parce que, enfin voilà, pareil, c'est les témoignages de certaines qui ont des ponctions de folie ou d'autres qui galèrent. Nous, on avait une bonne moyenne de 12 ovocytes, mais qui le lendemain a réduit de moitié. Mhm. Et vraiment, le pire, voilà, c'est la réduction au fil des jours, quoi. Ça, Ouais, complètement. parce qu'on était du coup un peu traumatisés de ce qui venait de se passer et en Ben oui. même temps dans l'attente de ce qui nous reste. Mhm. La veille du transfert, on nous dit qu'il y a 3 embryons à J5 du coup. Mhm. Donc on était super heureuses. Oui, c'est clair. 3, trop bien. Surtout à J5. Surtout à J5. Parce que moi, il me fallait obligatoirement un J5 ou un J6 apparemment Pour faire un parce que... blastocyte, c'est ça? Voilà, blastocyste. Parce qu'on m'a Mhm. découvert aussi 3 mois plus tôt de l'adénomiose. Donc apparemment, il fallait quand même un stade bien avancé. D'accord, ok. Donc finalement, le matin, on part très très tôt de Bordeaux direction Bilbao et arrivé là-bas, par contre, ils nous disent qu'il en reste que 2. Un Ah qui oui. sera transféré et un autre congelé. Mais en même temps, vous étiez dans vos objectifs. Mais on était dans notre objectif. Donc on s'est dit, Bon. oh, il n'y en a plus qu'un, mais on a un quand même. Oui. Mm. Ok. Donc, du coup, le transfert se prépare dans la foulée? C'est ça, dans la foulée, 6 jours après. Dans la foulée, on est arrivé à 8h, à 8h30, j'étais au bloc. Coraline était présente, donc elle a pu voir ce qui a été déposé. Mhm. Bah moi j'ai rien Bébé vu. Elliot. Elliot, voilà. Ou Popo, qu'on avait appelé pendant 9 mois. C'est vrai, c'est vrai. Et on repart aussitôt, enfin on mange quelque chose, un petit truc à côté, et on repart direction Bordeaux. Et là, je me fais bichonner, parce que j'ai le droit de rien faire. Oui, tu m'étonnes. Mais en même Surtout temps, qu'on ça doit pas être avait... simple avec Oui, Coraline. et aussi ça aussi, donc et surtout qu'on avait un déménagement 3-4 jours après. Oh là là. Donc on n'a rien fait du déménagement. On a juste Ah, fait mais les ça, c'est cartons bien. en amont, mais on n'a rien fait du déménagement. D'accord. Bon, je pense qu'on va rien révéler en disant que le test s'est avéré positif au bout de Voilà, 14 jours. c'est ça, Et- le jour du confinement, de l'annonce du confinement. Ah bah oui, Eh oui, oui, c'est vrai qu'on est dans 2020. voilà, c'est ça, le jour du confinement. Et moi, je sais que du coup, j'avais mis un de mes collègues qui est l'assistant du cadre de santé qui régit mon service, que j'étais Mhm. enceinte, parce que bah Mhm. il y avait possibilité que je sois envoyée ou mes collègues en unité Covid. Donc moi, j'avais Ah dit bah oui, bah non, pas possible pour moi. oui, Donc tu m'étonnes. j'ai dû les prévenir très tôt. Ouais. Et donc, du coup, cette grossesse, dans un contexte sanitaire sous tension, on va Voilà. dire, comment ça se passe, cette grossesse, du coup, pour vous? Bah, le premier trimestre, déjà, moi, pas bien du tout. Donc on Mhm. va dire que le confinement, je l'ai pas vécu comme tout le monde. Enfin, Mhm. c'est pas moi qui allais faire les courses, c'est pas moi qui devais me déplacer. Moi, j'ai été clouée au lit pendant 2 mois et demi, D'accord. mais vraiment clouée au lit. J'ai perdu 6 kilos en 10 jours. Waouh. J'ai été aux urgences pour ça. Et du coup, Ah, tu m'étonnes. après, être assise, manger, être debout, ça a été hyper compliqué. Donc le premier Mhm. trimestre, non, juste pas terrible. Donc le confinement, mon premier confinement, c'est maintenant. Mais Oui, complètement. les échographies, par contre, j'étais toute seule. Ouais. L'écho de datation, j'étais toute seule. La première écho, j'étais toute seule. Il y avait juste Corinne qui m'emmenait, du coup. Mhm. Donc c'était hyper stressant parce que Ouais. j'en discutais aussi avec d'autres personnes. C'est que s'il y a une mauvaise nouvelle, toi, tu l'annonces à ta femme sur un parking. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est juste pas humain, quoi. Oui, tu peux même pas te faire accompagner Non, pas si du tout. besoin. Non. Mhm. Moi, c'était ma Complètement. hantise. Quand j'allais rejoindre Coraline, elle était là à me guetter ma réaction. Donc, je faisais un gros sourire et ça allait, quoi. Mhm. Mais Ouais, c'est clair. tout allait bien. Ok. Deuxième trimestre, parfait. Et la Mhm. deuxième écho, elle a pu être présente.
parce que c'était en super. plein Bah oui. mois de juillet, donc du coup, le confinement était levé, les mesures un peu plus souples. Et donc pour l'annonce du sexe, elle était présente. Donc Super. si jamais elle n'avait pas été présente, de toute façon, j'aurais demandé à ce qu'on écrive le sexe sur une feuille, sur un bout de papier, et on l'aurait Ouais, ouvert pour ensemble. Ouais, donc non, deuxième trimestre, franchement, très bien, très très bien. Et du coup, 3e trimestre? Et du coup, 3e trimestre, dès le début du 3e trimestre, les contractions ont été un peu plus présentes, je bougeais un peu moins, j'avais plus vite mal, mais ça Début du allait. 3e, 28 semaines, c'est ça? Oui, je crois. J'ai accouché au 33, j'avais 1 mois, donc oui, 28. 28, ouais, c'est ça. Donc là, c'était un petit peu compliqué pour bouger, mais ça allait toujours, franchement, ça allait, on prenait juste notre temps et on faisait une sortie par jour. Il y avait pas de souci. Jusqu'à la fin du 6e mois, j'allais commencer le 7e où là, pourtant tout allait bien parce que j'avais fait une échographie 1 semaine avant ce fameux jour. Il y avait rien qui avait été décelé. Moi, j'allais bien. Prise de sang qui était très bien. Enfin, tout allait bien. Sauf que un midi, j'ai mal au lombaire. Là, je m'étais dit: «Oh, j'avais pas eu mal au dos de toute la grossesse. Ça y est, le 3e trimestre, tout commence». J'avais même rigolé là-dessus. Je fais: «Oh punaise, ça y est, ça commence». Sauf que quand même, là, les douleurs, c'est hard quand même. Intense. C'est intense, là. C'est fort. J'arrive pas à trouver de position antalgique. J'arrête pas de bouger. J'arrête pas d'aller aux toilettes. Coraline était déjà partie au boulot, donc on essayait de communiquer, elle essayait de me détendre. Sauf qu'à un moment donné, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Enfin, j'ai pris un médicament, ça n'a pas été efficace. 1 heure, 1 heure et demie après, j'en reprends un autre, toujours pas efficace. Enfin, c'est bizarre quand même. Là, j'appelle les urgences de la mater qui me disent de venir juste pour un contrôle, pour régler la douleur, pour voir comment ça se passe. Je fais OK. Je vais mettre un petit peu de temps à arriver parce qu'il faut qu'on vienne me chercher, pas de souci. Au moment où j'ai appelé, j'étais aux toilettes et quand je me lève, je vois du sang. Je les rappelle illico. Voilà, j'étais en panique totale et je leur demande: «Est-ce que je peux appeler, du coup, les pompiers?» Enfin, j'osais même pas appeler parce que pour moi, c'était: «Tout va bien, pourquoi j'appellerais les pompiers?» Je fais: «Est-ce que je dois appeler les pompiers? Parce que là, je suis vraiment pas bien, je suis en panique». Je fais: «Si, appelez les pompiers, ça va aller plus vite et ça va vous rassurer». Donc du coup, j'appelle les pompiers, sauf que sur le coup de l'émotion, je suis prise de vertige. Donc je me pose au sol pour, juste histoire de pas tomber de ma hauteur avec un bébé de 7 mois, quoi. Donc je reste au moins 10 minutes, un quart d'heure avec eux au téléphone parce que j'ai plusieurs personnes, jusqu'à un urgentiste qui là me dit du coup qu'il y a les pompiers qui vont arriver. Donc ils arrivent, je réexplique, ils prennent tous mes paramètres et là je sens un écoulement. Mais alors je sais pas du tout ce que c'est. Un écoulement incontrôlable déjà, faut savoir. C'est incontrôlable, ça coule. Donc on part avec les masques, très agréable, avec les secousses, très agréable aussi. Et puis avec la panique, Et la panique et voilà. Avec la super tenue qui va avec quand tu ne fais rien de la journée, chez toi. Oui, évidemment. Évidemment, on a tout prévu, les bas de contention, le short et le débardeur. Nickel. C'est magnifique. Du coup, je vais aux urgences. Là, toujours un écoulement, donc j'ai tous les examens, toucher vaginal, échographie, écho endovaginal, prise de sang, on me pose une perf et donc je vois des sages-femmes, des infirmières, je vois aussi un interne. Et dis-toi que cet interne-là m'a reconnue parce que c'est lui qui a opéré Coraline pour, son hémorragie. Oh purée. Et ça m'a rassurée. Ça m'a Oui, tu rassurée m'étonnes. parce que Un ça s'était visage bien connu. passé. Voilà, ça s'était bien passé, donc ça m'a rassurée. Là, je vois l'anesthésiste aussi. Je dis: «Pourquoi vous êtes là, vous? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là?» Alors je disais pas ça comme ça, hein, j'étais pas bien, j'étais au plus mal, j'avais trop mal, ce qui les inquiétait, c'est que je perdais beaucoup de sang, donc voilà, j'étais pas bien. Donc ils m'expliquent les différentes, modes d'anesthésie, donc de ce qu'il y a de plus banal pour un accouchement, hein, la péridurale, le rachis pour que ça aille un peu plus haut et le cas extrême, l'anesthésie générale. Je savais même pas qu'on pouvait si, j'imagine bien quand c'est quelque chose d'urgent et de grave, mais je m'imaginais tellement pas quelque chose d'urgent et de grave que je me demandais pourquoi ils me parlaient d'anesthésie générale. Je fais: «OK, Et très donc bien». là, à ce moment-là, est-ce que tu réalises que tu vas accoucher?
Ils me disent: «Vous allez peut-être» je vais appeler, l'obstétricienne parce que vous avez peut-être du coup une menace, d'accouchement précoce. Je fais: «OK, donc ce sera sûrement par césarienne». Je fais: «OK» et je me dis: «Dans les 48-72 heures?» parce que dans ma tête, je me disais: «Attendez, il faut que ma femme s'organise». Moi j'étais: «Bon ça Attends va, bébé, at attends. attendez, on a le temps les gars». Elle fait: «Non, non, ça peut arriver dans 10 minutes, une demi-heure». Et bah, là je pleure parce que j'ai pas compris. J'ai pas je hors de mon corps. J'ai pas Oui, compris. Donc on passe en salle de naissance. Je suis en salle de naissance. Pourquoi je vais en salle de naissance? Je ne vais pas en salle de naissance. Je reste aux urgences. Je ne vais pas en salle de naissance. Là, l'obstétricienne arrive, elle me refait une écho. Il y a j'imagine des sages-femmes à côté qui viennent, se présentent. Tout est doux, tout est calme. Elle fait l'écho, me tient la main et me dit: «Madame Vincent, on va vous faire, du coup une césarienne en extrême urgence, code rouge». Et là, je vois tout le monde qui s'active. wow. Je fais: «OK». Là, je pleure. Là, on me tient il y a tout le monde qui me tient la main. Très gentil, franchement très gentil. Il y a l'anesthésiste qui demande à l'obstétricienne s'il a le temps de faire une rachis. L'obstétricienne lui dit: «En 5 minutes, tu as le temps de la poser et qu'elle s'endorme?» «Non». «Alors on n'a pas le temps». «OK». Ça, c'est une phrase que j'oublierai jamais, je pense. Oh punaise, ouais, tu m'étonnes. Donc on change de salle à nouveau. Là, je vois au moins, je sais pas, 5-7 personnes qui s'activent autour de moi, qui me déshabillent, qui me posent une sonde urinaire, qui me mettent un masque, qui m'expliquent, qui sont très gentils avec moi et en l'espace de 2 minutes, je suis partie, quoi. Anesthésie D'accord. générale. Bim. Tu as eu le temps de rien réaliser, hein? De j'ai rien en fait, en une demi-heure, tout ça, c'était en une demi-heure. Oh là là. La seule chose à laquelle j'ai pensé, parce que je travaille en service de chirurgie, donc c'est des choses qu'on préconise des fois aux patients, c'est de penser à quelque chose d'agréable quand on vous pose soit une perfusion pour vous endormir, soit le masque. Mmh. Et moi, la dernière chose que j'ai pensé, bah, c'est à ma femme, quoi. Voilà, quelque chose de positif, voilà, de galvanisant, voilà. Mmh. Donc césarienne, voilà, ça dure 20 Évidemment. minutes, je pense, une césarienne. Oui, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait, tout ça, c'était à cause d'un hématome, qui poussait le placenta, qui était en train de se décoller. D'accord. Donc quand ils ont ouvert, finalement, c'est le placenta qui est sorti en premier, Ouh, pas le bébé. Donc OK. ils ont fait leur travail, ils ont vidé le sang, tout ça. Sauf que pour leur faciliter le travail, ça va être un peu barbare et bizarre comme image, mais ils sortent l'utérus, le Oh. posent sur l'abdomen, voilà. Ils le posent sur l'abdomen, hein, ils le ressortent, ils le soulèvent, si tu veux. Ils font leur boulot, ils le recousent, sauf qu'en faisant ça, ils ont en fait, j'ai un nodule entre un ovaire et le côlon, ce Mmh. qui fait que ces 3 petites choses sont collées et en soulevant l'utérus, tout s'est arraché À cause de l'endométriose? à cause de l'endométriose. Bah là, grosse panique, enfin grosse panique, j'étais pas là moi. Ils t'ont raconté. Voilà, donc oui, grosse panique quand même pour eux parce que ça fait une hémorragie sévère. J'ai perdu 2 litres de sang et 20 minutes de césarienne s'est transformé en 2 heures et demie d'opération parce Punaise. qu'ils ont appelé, en urgence aussi, le chirurgien digestif pour voir si le Mmh. côlon n'avait pas été touché. Quand ils ont Oh d'accord. nettoyé, la chose positive, c'est qu'en fait mon nodule, je l'ai plus maintenant. Voilà, Oui, mon voilà, nodule au moins endométriosique, je l'ai plus. tu es Ça ferait une débarrassée. opération, voilà, ça ferait une opération en moins. Entre-temps, l'interne avait appelé Coraline qui était au travail pour venir, très vite. Elle est au centre-ville, donc toi qui connais Bordeaux, elle est juste à côté, de la rue Sainte-Catherine et pour Mmh. arriver à Pellegrin, elle a mis 13 minutes. Voilà, Je vois. d'accord. On Elle est a d'accord. voilà, sauf qu'elle a attendu, juste à côté du bloc, juste dans le couloir du bloc pendant 2 heures et demie. Ils l'ont pas laissée rentrer. Bah oui, mais en même temps, ils pouvaient pas la laisser rentrer dans ce contexte. Voilà et pourtant elle voyait des bébés passer et Mmh. elle se disait: «Mais ça se trouve, c'est le mien que je viens de voir, mais je ne sais pas». Mmh. Parce qu'elle était située dans le couloir entre, un bloc ou plusieurs blocs, je sais plus, et l'area bébé. D'accord. Donc au bout de 2 heures et demie, elle voit donc, l'obstétricienne et l'interne qui lui expliquent et de là, elle va voir, Elliot en réa bébé, Mmh. qui était branché de partout et qui avait une aide respiratoire. Mmh. Donc voilà Donc le il est né début à de 33 semaines. et qui est né à 33 semaines, donc la prématurité. Voilà, Et ben, c'est voilà enfin, je l'histoire. pense qu'on peut dire que vous avez eu une grossesse très compliquée,
de la conception de ce bébé à la naissance de ce bébé, je Et oui, pense mais que pourtant ça j'ai a du mal à plutôt été dire qu'elle a été difficile. Pour moi, une grossesse difficile, c'est, tu peux pas bouger, tu es alitée, c'est le diabète gestationnel, c'est, plein de choses oui, comme bien ça. sûr. Moi, il y a des fois, j'ai du mal à me dire que j'ai eu une grossesse difficile. Mmh. J'ai eu des complications, j'ai eu des Ouais, grosses complications. On a eu de grosses complications. On nous a bien fait comprendre que j'avais appelé, les pompiers, le SMUR, enfin tout ça, à temps, qu'à une ouais, bah, demi-heure ça c'est près, clair. ça aurait pu être fatal parce que le cœur d'Eliott commençait à diminuer, quoi. Bah, oui, bien sûr. Ah, les hématomes Donc rétroplacentaires en général, c'est pas très, très bon, hein. C'est ouais. même très mauvais. Donc voilà, vous avez été prises, à temps tous les 2. Donc à partir D'accord. de là, c'est dur à encaisser ça quand même. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Bah, ça fait 2 fois que vous êtes passés à côté quand même, Ouais. enfin, heureusement pour vous, hein, je veux dire, mais Mmh vous mh. avez été très réactive. Mmh mh. Donc les gens qui disent, «Vous écoutez trop votre corps», je fais: «Oui, bah, vaut mieux trop l'écouter que pas assez». Oui, c'est clair. C'est clair. Surtout qu'en l'occurrence, là, toutes les 2 vous aviez raison, vous Mmh. l'avez senti, quoi. Ouais. Et donc il se passe, que Elliot, est arrivé dans un contexte, du coup difficile pour lui aussi. Donc Voilà. toi, tu as pas vécu la naissance de ton fils. Non, pas Comment du tu tout. t'es réveillée? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Alors faut savoir déjà que donc Coraline a rencontré Elliott, alors, elle l'a vu, mais il s'est rien passé. Elle, ce qui D'accord. l'inquiétait, c'était comment moi j'allais. Elle a vu Elliott, il est entre de bonnes mains, il est vivant. Maintenant, Mmh mh. où je suis? Comment je vais? C'était ça qui «l'importait» entre guillemets. Ah ouais. Un cas était bon, elle voulait savoir comment allait la deuxième partie, quoi. Mmh mh. Elle a juste pris une photo parce que ce dont elle avait peur, c'est que je comprenne pas à mon réveil, mon ventre vide, qu'est-ce que je fous là? Enfin, on peut avoir un blackout total donc Oui, et puis tu peux ne pas savoir ce qui s'est passé, si bébé va bien, enfin voilà. voilà. Donc elle a pris une photo, on s'est revus, je me suis réveillée vers 19:00, 19:30. Donc elle est montée en soins intensifs, elle m'a montré la vidéo. Moi, j'étais complètement shootée, encore. Bah oui, tu m'étonnes. Donc je lui ai dit une phrase apparemment, je lui ai dit: «Oh, tu aurais dû prendre la photo de telle façon». Je fais: «OK». Bon, bah, je crois que j'ai compris ce qui se passait. Oui. Elle a insisté pour que je puisse aller voir Elliott, en réa Mmh mh. bébé, avec un lit brancard, enfin, c'était un peu complexe, mais je suis allée le voir vers 22:00. Mais là, Mmh mh. pareil, je m'en souviens pas. J'ai juste une photo. D'accord. Donc il a été, extubé, peu de temps avant, Mmh apparemment. mh. Donc déjà ça, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il a pas eu d'aide pendant longtemps, Mmh mh. juste quelques heures, parce qu'il avait les poumons, bah, encore collés forcément. Bah oui, puis alors pour le coup, on n'avait pas pu te préparer à l'avance, hein. Eh beh, Ni oui, oui, donc donc pas de cortisone, rien du tout, enfin, de corticoïdes, je sais plus, oui, oui, c'est ça. corticoïdes. Mmh mh. Donc et à partir de là, moi, il y a Corinne qui fait des allers-retours. Après, je suis restée que 2 jours en soins intensifs. Après, j'ai eu une chambre où là, Coraline a pu être avec moi j'ai été hospitalisée pendant 7 jours. D'accord. Donc faut savoir que j'ai eu une césarienne et une laparotomie. Donc en gros, j'ai la césarienne qui est au niveau du pubis, Mmh mh. horizontale, et la laparotomie, elle fait, tout mon abdomen, la verticale jusqu'au-dessus du nombril. Oh là là. Ouais, tu es bien marquée. Oui, assez, ouais. Mais ça me dérange pas, pour le Oui. moment. Franchement, ça me dérange pas. Mais Césarienne, après c'est tant pas que quelque ça chose arrive maintenant. qui me choque dans le sens où si on m'avait dit: «Même à terme, vous allez, avoir une césarienne», c'est pas grave, après je Ouais. sais que les complications, pour le lien d'attachement, il est touché. Je sais Ouais. que pour, le fait qu'un bébé passe par voie basse, il a, bah, la sécrétion vaginale qui sont très bons pour sa santé. Ça Mmh mh. aussi, c'est un peu plus compliqué pour lui après. Donc quand même césarienne, ça a quand même des petites incidences, pas négligeables. Complètement. Complètement. Il y a juste ça qui me chagrinait, mais c'est rattrapable. Donc ça me dérangeait pas plus que ça, quoi. Le plus compliqué, c'était l'allaitement. Du coup, je me suis mise une pression, énorme sur l'allaitement parce que je m'étais dit: «C'est la seule chose qu'on peut contrôler et qu'on Ouais. peut continuer dans notre projet de naissance». Oui, parce que du coup, oui, c'est clair que ton projet de naissance, je pense qu'il a été froissé, mis à la poubelle en boule, hein. Oh oui, complètement. On en a même pas discuté, nous, comme ça. Enfin, entre nous évidemment, mais sinon on n'a pas discuté donc Mmh. Et alors, du coup, Elliot arrive, donc toi, bon, tu restes 7 jours, à l'hôpital. Donc lui, il avait 33 semaines. Logiquement, il a dû sortir enfin, il aurait dû sortir, en tout cas, c'est souvent ce qu'on dit, c'est qu'il sorte à terme de néonat. Comment ça ouais. s'est passé pour vous? Comment vous avez été accueillis en tant que couple, lesbien? Alors, pour Oui, le coup, vu que je suis passée par le même hôpital, je vois à peu près bien, comment tu as pu être accueillie. bah, Mais est-ce que tu peux en parler? franchement très bien, très, très bien.
Donc j'étais moi, 7 jours en grossesse pathologique, service de grossesse pathologique. Le lendemain de sa naissance, Elliot est parti en néonat, mais à l'hôpital pédiatrique. Donc c'est-à-dire, c'est un bâtiment en face. Et là, il fallait passer par un chemin juste horrible quand tu as La 2 fameuse cicatrices. passerelle. Les 2 passerelles même. Ouais, c'est clair. Mais il y en a une, oui, qui est tellement mal foutue que tu as des petites bosses partout. C'est ça. Donc c'est juste une catastrophe quand tu as 2 cicatrices et selon le brancardier, c'est une catastrophe. Donc à la fin, c'est Coraline qui m'y emmenait. Mais on mettait bien 10 minutes à y aller au lieu de 2-3 minutes, quoi. Ouais. Donc moi, j'y allais le voir qu'une seule fois. Et là-bas, non, on était vraiment très bien accueillis. Bon, c'était chacune notre tour. On n'avait pas le droit d'être ensemble. Ça, c'était lié au contexte Covid. Lié au contexte Covid, ouais. Ouais. Et il y avait une unité de néonatologie en maternité, juste au-dessus de mon service. Et on s'était dit pourquoi on n'y est pas. Alors au départ, on nous avait dit qu'il n'y avait pas de place. Donc moi, au bout de quelques jours, je dis par contre, s'il y a une place, est-ce qu'il est possible que Elliot puisse y aller? Parce que moi, le trajet, c'est juste... c'est hyper dur, quoi. Ouais. Déjà, je peux rester à peine 1 heure ou 2 avec Elliot parce que moi, mon but, c'est de le prendre, faire du pot à pot, tout ça. Mais c'est hyper dur avec mes cicatrices aussi. Tu m'étonnes. Donc, parce que il n'y a pas que la césarienne, il y a la Bah parotomie. oui. Donc, c'est compliqué. Et ils m'ont dit, écoutez, parce que cette néonatologie, les 2 parents avaient le droit d'être présents. Donc, c'est aussi pour ça qu'on avait fait un petit peu de forcing pour y être. Et qu'on trouvait ça étrange, mais c'est pas les mêmes cadres de santé. Chaque cadre de santé fait ses règles. D'accord. Et donc, on était un petit peu frustrés, quoi. Mais il y a une puère qui nous a dit, mais écoutez, s'il est en néonatologie à l'hôpital pédiatrique, c'est plutôt bon signe. Parce que on va dire que, vulgairement parlant, c'est la bonne néonatologie, c'est la néonatologie où les bébés reviennent chez eux. Que l'autre, à la maternité, il y a un pronostic vital engagé, tout ça. Donc, oui, donc il valait mieux qu'il soit... non, du coup, là, les 2 passerelles. voilà, on n'en a plus jamais reparlé. Et on s'est dit, du coup, merci d'être à l'hôpital pédiatrique. Déjà ça nous a vachement rassurés, en fait. Ça posait déjà une idée de sortie. Alors, oui, quand bien on sûr. nous a jamais dit. C'est vrai que, comme tu as dit, on nous a parlé généralement, on attend la période du terme, donc à partir de 37 semaines. Mais finalement, lui est sorti avant. Oui. Parce que c'était un petit bébé avec un bon poids. Oui, voilà. Ou alors parce qu'ils ont besoin de place. Mais bon, ça, c'est autre chose. Voilà. Mais bon, je pense qu'il devait y avoir sans doute des 2, mais le bon poids qu'il avait, apparemment, ça l'a beaucoup aidé. Il a eu tout ce qu'un préma peut avoir. Il faisait de l'apnée, il a eu la jaunisse, il a eu des séances de photothérapie pour ça. Voilà. Il a eu une sonde, il a eu une perf pour des compléments, pas pour manger. Oui. C'est juste la sonde gastrique pour manger. Ouais. Donc il y a ça aussi qui a mis en place l'allaitement très difficile. Forcément. Et comment Coraline, elle a vécu tout ça aussi? Parce que là, on parle de toi, qui évidemment n'a pas vécu ton accouchement. Comment Coraline, elle a vécu tout ça, elle, de son côté? Très dur. Très, très dur. Moi, j'étais centrée sur l'allaitement pour Elliot. Je me suis dit, c'est ma part. C'est la seule chose que je puisse faire parce que je peux pas le prendre longtemps dans mes bras. Je peux pas aller le voir souvent. Et Coraline, c'est le fait qu'on soit séparés. C'était insupportable. Quand on était à la maternité, c'était bien parce que certes, c'était un trajet de 10 minutes, mais c'était que 10 minutes. Et on était toutes les 2 sur les lieux et on trichait un petit peu, on faisait des allers-retours. Alors qu'à la base, c'était un seul parent, une seule fois par jour. Une fois sorti la néonate, vous êtes sortis, vous revenez pas. Oh, punaise. Donc là, en étant à la mater, on pouvait revenir le matin, le soir, l'après-midi, tout ça. Donc là, à ce moment-là, ça allait plutôt bien. C'est une fois rentré à la maison, Bordeaux, grande ville, bouchon, le CHU, grand hôpital, peu de places de parking, payant, une catastrophe. Elle mettait plus de temps à trouver une place de parking qu'à venir à l'hôpital. Qu'à rester auprès d'Elliot. Donc c'était une accumulation, c'était un trop plein en fait. Plus moi m'emmener, parce que je pouvais pas conduire. Oui. Donc on a 25 minutes de trajet pour y aller. Donc non, c'était des horaires pas possibles. On a essayé plusieurs horaires pour éviter les bouchons, mais on finissait toujours par les avoir. C'était hyper compliqué. Il y a des fois où on mangeait pas parce que on n'avait pas faim, pas le temps, ou on voulait rester plus longtemps.
Ah non, très compliqué. Et elle a pu avoir un congé pour un enfant Oui, hospitalisé? alors ça, c'est à savoir. Nous, on a eu la chance qu'une des puères nous en parle. Mmh. Heu, J'avais été mis au courant de ce congé 1 an auparavant parce que ma meilleure amie a accouché d'un très grand prémat Mmh. et 1 mois après, elle a pas pu en bénéficier, enfin son copain n'a pas pu en bénéficier. Ah punaise. Mais OK. là, du coup, Coraline, oui, c'est-à-dire que c'est un congé exceptionnel, Mmh. heu, où le second parent a accès à partir du moment où le bébé est hospitalisé. D'accord, et jusqu'à sa sortie d'hospice? Non, le maximum est de 30 jours. D'accord. S'il sort avant, le congé exceptionnel s'arrête et Mmh. là, libre à la personne d'engager sur le congé accueil de l'enfant. Mmh. Si, l'hospitalisation dure plus de 30 jours, soit le second parent engage sur, l'accueil de l'enfant, soit reprise du travail. D'accord, OK. Donc c'est 30 jours maximum, mais à l'arrêt, de l'hospitalisation, par contre. D'accord. Donc en gros, elle a eu un congé exceptionnel de 17 jours et vu qu'il était rentré à la maison, elle a tout de suite engagé, l'accueil de l'enfant en suivant. D'accord. OK. Oui, parce que du coup, Elliot est resté 17 jours en néonate. C'est ça. Ce Donc qui on n'est était, pas bah, c'est long. C'est court, c'est enfin, c'est long, mais c'est court. c'est court et c'est long. En fait, enfin, c'est court, mais ce qui rend la chose longue, c'est tout le contexte, la crise sanitaire, en fait. Mmh. On a Ouais, c'est passé sûr. plus de temps à gérer une organisation, des allers-retours, qu'à Mmh. être avec lui, en fait. Ouais. C'est ça qui est le plus fatigant, enfin fatigant émotionnellement, moralement Voilà. et physiquement. Mmh mh. Parce qu'après, surtout qu'il avait un bon poids, une bonne taille, enfin, il avait, un physique de bébé nouveau-né, quoi. Ouais. Il y avait tous ses petits voisins à côté, c'était pas un petit peu fripé, un petit peu tout petit. Bon, après, il y avait beaucoup de naissances gémellaires et tout, donc forcément, là, c'est différent aussi. Même des triplés. Mais voilà, c'est différent. Donc même nous, des fois, on oubliait que c'était un prémat. À chaque fois, Mmh. on nous le rappelait parce que nous, on nous disait: «Il va bien, il a un bon poids. OK, il a de la foi de la jaunisse, il faut qu'il apprenne à manger». Parce que ça, il savait pas. Il savait Mmh. pas téter, enfin, à part Ah son oui. pouce in utero, mais le reste, il savait pas. Ça lui demandait Mmh. énormément d'efforts et nous, on avait tendance à l'oublier. Oui. Nous, physiquement, il allait bien. Donc à chaque fois, on nous disait: «Oubliez pas, c'est un prématuré». Ah ouais, OK, Ouais, c'est une d'accord. chance que vous avez eu qu'il aille très bien. Ouais. Ah oui, oui, ça, c'est la première chose à chaque fois qu'on dit à notre famille, on a eu beaucoup de chance. Et vous, comment vous allez aujourd'hui? Alors, Coraline, ça va mieux, Mmh. enfin, je crois. Elle Elle me dit: confirme? «Oui, oui», elle confirme. Elle confirme. En plus, là, ses horaires ont été aménagés parce qu'elle travaille quand même, elle travaille dans la vente, mais D'accord. ses horaires, ont été aménagés. Donc elle Mmh. fait des journées continues, mais elle a plus de congés. Mmh. Du coup, plus de temps avec Elliot et moi. Non, non, ça va beaucoup mieux pour elle. D'accord, et pour toi? Ah, pour moi, ça va mieux. Là, j'ai plus mal du Ce qui est tout. déjà énorme vu ce que tu as eu. Voilà et mine de rien, c'est là qu'on se rend compte qu'un congé accueil de l'enfant de 11 jours dans un contexte pareil, c'est juste ridicule. Ouais, c'est ça. Mais chance qu'une nouvelle loi a été, votée pour, les enfants hospitalisés, quoi. Oui, c'est sûr, Mmh. c'est sûr. Mais ça va mieux. Après, par contre, j'ai du mal à dire que j'ai accouché. Oui, je Ouais, pense que tu auras du mal à un moment, effectivement. ouais. Il est né, j'ai donné naissance peut-être, mais et puis, tout le contexte c'est à cause de l'endométriose, j'ai pas compris. Moi, la grossesse, généralement, c'est une pause dans la maladie et là, non. Mmh mh. Ça s'est ajouté à l'hématome, rétroplacentaire donc mais ça va, ça va, ça va. D'accord. Et il est très gentil. Mais en tout cas, il est adorable. Franchement, tout ce que vous partagez, il est trop chou. Vous êtes de toute manière, enfin, une famille vraiment chou. Vous êtes hyper attachante quand on moi, j'ai adhéré tout de suite quand j'ai découvert votre compte, Ah et au merci. fur et à mesure, mais on se prend vraiment, enfin, dans votre histoire, dans votre, Mmh. voilà, c'est vraiment, je suis vraiment ravie, encore une fois, hein, je le dis, de vous recevoir, enfin, de te recevoir et Ouais. de vous recevoir toutes les 2 aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est très touchant. Je t'en prie. Mais Mmh. c'est vrai que quand je suis venue vers toi, je t'ai dit que j'étais un peu en mode groupie parce que c'est ça, en fait, c'est, à un moment donné, on fait abstraction du réseau social et Mmh. du fait, c'est oui, il y a un écran entre toi et moi, et on s'attache Ouais. vraiment.
Non, c'est vrai, enfin, Instagram, notamment le compte, Mhm. quand je l'ai créé au début de notre parcours, enfin même avant, Mhm. enfin, la recherche de gynéco, les tests, les examens fait partie du parcours de toute façon. Mais vraiment, j'ai pu accéder à des informations, à du soutien et à des rencontres, OK, via un ordinateur ou un téléphone, mais qui va, ça se trouve, s'arranger d'ici peu. Mais franchement, ça a été d'un énorme soutien, en tout cas pour moi. C'était pas négligeable et j'ai eu plus de soutien que de haters, comme on pourrait dire. J'ai dû en avoir une ou deux. C'est Ouais. des sur fond de commentaires, voilà, on sait très bien quel genre de phrase Ouais, pourrie bien en est sûr. sortie, mais franchement, c'est un détail, quoi. C'est Ouais, un c'est détail. clair. Par rapport à ce qu'on en retire, voilà, faut savoir Ouais. prendre le bon, en fait. Mais comme là, toute cette histoire, le positif qu'on en tire, on va bien. Le Oui. positif, le premier, c'est qu'on a eu, alors ça fait 2 mois qu'il est né, mais ça fait que 1 mois, et quelques jours qu'il est avec nous, mais voilà, c'est 1 mois et quelques jours supplémentaires Mhm. avec lui, Tout à fait. avant la C'est vrai. reprise du boulot. C'est ça. Vous allez en profiter un peu plus. C'est ça et mon nodule, qu'on a jarté. Oui, ah non, mais ça, c'est clair. C'est Ça clair, ferait une ça, c'est une bonne opération en nouvelle. moins. C'est ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Et bien la suite, ça va être, que notre petit Elliot, continue sur cette voie-là, que l'on voit que son développement n'a pas été, interféré par le fait qu'il soit prématuré. Mhm. Ça, c'est le fil des années qui va nous le dire, hein, mais on ne sait Oui, jamais. tout à fait. Mais on n'y pense pas. On vit au Non, jour le jour exactement. et puis la prochaine étape, c'est l'adoption. Et oui. L'adoption de la mère biologique Mhm. puisque Du coup? la génétique fait que c'est, Coraline qui est la maman, génétique d'Elliot. Mhm. C'est, le côté ironique, de la fille au repas. Ouais, complètement, Mmh. complètement. Devoir adopter son propre enfant, de toute manière, c'est déjà le cas, Mais mais là, c'est de adopter ouais, ses voilà. propres gènes. Mmh mh. Mais je minimise pas les autres parcours en tout cas. J'en ai beaucoup discuté aussi avec d'autres couples, parce que j'ai eu, aussi des fois des réflexions dans le sens: «Oui, mais nous on n'a pas l'argent». Je fais: «Mais moi je l'ai pas sorti de ma poche l'argent, on a fait beaucoup de sacrifices». Oui, Pareil, le fait qu'elle adopte son propre enfant, mais même si ça avait pas été ses gènes, elle aurait adopté son propre enfant comme oui, évidemment. toute famille homoparentale. Mmh. Donc non, non, tous les parcours de PMA et de famille se valent de toute façon, donc C'est vrai qu'on a tous nos parcours qui sont enfin, en fait, chaque parcours est individuel. Il y a mmh. pas un parcours identique. Non, c'est Même si on passe impossible. par les mêmes endroits, tout est différent à chaque Il y fois. a pas de parcours identique, il y a pas de grossesse identique, il y a encore moins d'accouchements identiques, donc C'est ça, c'est ça. Est-ce que je peux te demander si, tout ce qui vous est arrivé a entaché pour vous, potentiellement, alors c'est encore tout frais, hein, mais mmh. une potentielle, 2e maternité? Alors nous, on n'avait pas prévu d'avoir une D'accord. 2e maternité. On aime plutôt l'idée, d'un trio. Mmh. Après moi, c'est moi qui ai eu le désir de grossesse, mais Coraline, ça n'a pas éveillé ce désir, viscéral, on va dire, de grossesse. Elle, c'était D'accord. vraiment la maternité. La génétique, Mmh. ça l'importe peu, la grossesse, ça l'importe peu. C'est vraiment cette, construction familiale, cet agrandissement familial, parce qu'on se Mmh. considérait déjà comme une famille. Donc non, Complètement. pas de seconde grossesse, en vue. Après, ne jamais dire jamais, mais on Oui. va dire que c'est de l'ordre de 10 si jamais on devait avoir une seconde grossesse. D'accord. Mais on va Non, je dire vous que demande tout ce qui s'est passé n'aide pas en plus. n'aide Donc pas, oui, complètement. En fait, je me serais peut-être pas forcément permise de demander, parce que c'est pas un enfin voilà, on venait tout juste d'avoir un bébé, on va pas peut-être pas se projeter au-delà. Mais c'est vrai que là, vous avez ça a été tellement, brutal pour vous, oui. enfin sur la totalité du parcours que Mmh bon, mh. ça ce serait compréhensible que vous soyez dit: «Non, on arrête là, quoi». Oui, un peu freiné. Donc c'est pour ça, on n'est pas fermé non plus, mais et on pense aussi, c'est pas tant la grossesse, c'est aussi, tout on va traverser une grosse crise en France et Ouais. mondiale et on veut pas devoir, frustrer ou censurer tout ce qu'on peut faire avec des enfants, ce qui est déjà dur actuellement, Mmh mh. financièrement, l'ouverture culturelle des frontières, enfin, je pense qu'on va Mmh. être assez bridés et j'ai pas envie d'avoir, en plus de ça, un deuxième qui soit bridé. Donc là, on va essayer de profiter. Là, ça va être vraiment, tout ce qu'on peut s'offrir dans la limite du raisonnable, on le fera, quoi. Je te comprends complètement. Je te comprends. Bon, Mmh. écoute, je crois qu'on arrive en fin de cet épisode. Je te remercie, je vous remercie parce que Merci à toi. Coralie est toujours en fond, je pense. Voilà, oui, là, elle a donné, le biberon à Elliot, là.
D'accord. Elle a nourri la bête. Elle a nourri la bête. Je vous remercie beaucoup en tout cas de bien avoir voulu enregistrer cet épisode avec moi. C'est franchement voilà, super famille, super attachante. Évidemment, je continue à vous suivre avec grand plaisir. Puis comme tu as dit, oui, une éventuelle rencontre. Avec plaisir, dès qu'on peut. Oui. Merci beaucoup Oriane, très bientôt. À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir, plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram d'Oriane et Coraline. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à demain pour une nouvelle case du calendrier de l'Avent et à dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart